beaucoup. Merci Gaël de cette présentation. Merci Simon de l'invitation. Merci au groupe de réflexion en droit privé de m'accueillir ici aujourd'hui. Merci Daniel également avec qui j'ai eu des échanges sur cette venue aujourd'hui. Oui, j'ai décidé de parler du droit de la gouvernance. En fait, l'idée était au départ de parler droit privé dans ses rapports au droit public. Et je pense que d'une façon un peu de transcender la summa divisio droit public, droit privé, c'est notamment parler de droit de la gouvernance. Donc, mais avant, je veux quand même profiter de mon passage ici pour remercier des collègues de l'UQAM qui ont participé à ces 4 volumes qui paraissent sous le titre « Approche et fondements du droit ». Donc, il y a Marc Chevrier de Sciences politiques qui a écrit sur le républicanisme juridique. Il y a Hugo Cyr sur le positivisme juridique dans le tome 2. Il y a Rémi Bachat sur le droit international, les approches marxistes, l'effectivité avec Dalia notamment, et Emmanuel qui avait accepté de faire partie du comité scientifique parce qu'il fallait lancer toute l'entreprise dès le départ, donc c'était une tâche colossale, et donc merci à tous les collègues qui ont contribué. Donc je vais vous présenter en 3 temps ma présentation aujourd'hui. Premièrement, le droit de la gouvernance et transformation contemporaine du droit, première chose que je vais présenter assez longuement. Par la suite, la théorie du droit revisité, comment les transformations contemporaines du droit ont amené les juristes à revisiter, re-questionner la théorie juridique. Et enfin, la question que je veux poser à travers tout ça, c'est celle de savoir est-ce que la mutation génétique des normes dont on nous a parlé, est-ce qu'elle signifie vraiment une révolution scientifique du droit? Est-ce que le concept du droit est à revoir? Donc, voilà. Le droit de la gouvernance, nouvel ordre juridique, en fait, c'est pas moi qui l'intitule ainsi, c'est Valérie Lasserre dans son ouvrage de 2015 qui est paru chez LexisNexis. Elle nous explique que de plus en plus aujourd'hui, on fait référence à l'expertise, à l'information, à la normalisation, aux recommandations. Et donc, à travers tout ça, se dessine un nouvel ordre juridique, un nouveau droit que les dénominations précédentes en termes de droit souple, etc., n'ont pas réussi à bien expliquer, ou en fait, ce ne serait pas assez large pour rendre compte de ce phénomène-là. Donc, elle préfère l'appellation droit de la gouvernance. Donc, premièrement, je vais brièvement présenter ce droit de la gouvernance au sens où elle l'entend. À ma connaissance, mais je peux me tromper, Daniel me corrigera, la première fois où l'expression droit de la gouvernance, d'ailleurs, il l'avait placé entre guillemets, c'est Daniel, à ma connaissance, qui en 2006, dans un article dans les cahiers de droit, avait alors parlé de droit de la gouvernance en disant qu'il y avait 2 composantes de la gouvernance publique, à la fois la gestion et les politiques publiques, qui ne sont pas généralement abordées comme un tout cohérent. Le nouveau management public qui faisait alors son apparition depuis 1 ou 2 décennies correspond à un champ spécialisé qui peut paraître éloigné de la logique instrumentaire des outils de gouvernance. Et donc, ça génère un nouveau droit, en quelque sorte un droit de la gouvernance. La rationalité de ce nouvel avatar du droit public reste probablement plus difficile à décoder que ses manifestations. Donc, ces transformations du droit, elles se manifestent à la fois au niveau de la globalisation, puis au niveau de la nouvelle gouvernance étatique. Nous, on travaille davantage dans la perspective, nous étant, moi et mes collègues, au centre de la nouvelle gouvernance étatique, mais certains travaillent également la question en termes de mondialisation. Évidemment, il y a différents types de gouvernance. Je passe rapidement parce que c'est bien connu. La gouvernance globale, notamment avec toute la manifestation du droit global autour notamment du centre Perelman à Bruxelles. La bonne gouvernance, les travaux qui se sont faits sur la bonne gouvernance depuis 3 décennies à peu près maintenant, depuis que certains programmes, notamment du FMI puis de la Banque mondiale, en ont parlé. La gouvernance d'entreprise, qui a beaucoup influencé évidemment la gouvernance publique. Et enfin, la nouvelle gouvernance étatique. Ces nouveaux modes de régulation, la sociologie du droit et le droit administratif ont été les premiers à comprendre qu'il y avait des transformations en cours. Donc, essentiellement dans les années 90, début des années 2000, les travaux se sont faits très importants sur cette question des transformations de la régulation politique, des nouvelles politiques publiques, des modes d'action collective ou publique qui se manifestaient de plus en plus, se transformaient, avec toutes les déclinaisons de l'État quant à son rôle, l'État postmoderne, propulsif, réflexif, etc. Donc ça, avec ça est apparu de nouveaux acteurs de la gouvernance qui, à côté de l'État, à côté des modes traditionnels de régulation, venaient intervenir de plus en plus dans des processus décisionnels
Et cette gouvernance, ce passage du gouvernement à la gouvernance, on le retrouve dans tous les domaines, que ce soit la gouvernance de la famille, la gouvernance de l'eau, la gouvernance autochtone, la gouvernance de la santé, la gouvernance environnementale, bref, les champs qui ont été investis par les travaux de recherche sur la gouvernance sont très nombreux. Les juristes, bien sûr, très attentifs à l'évolution des normes, ont donc constaté ces apparitions de normes très nombreuses qui se déclinent. Là, vous en avez des déclinaisons importantes ici. Donc, les travaux qui ont commencé à réfléchir sur les transformations contemporaines du droit ont constaté que de nouvelles normes faisaient leur apparition et il fallait bien sûr chercher des explications. Et bien sûr, parmi les premiers questionnements sur la question, il y avait celle de savoir est-ce que c'est du droit, est-ce qu'on est encore dans le droit, est-ce que ces normes-là sont de l'infradroit, en marge du droit. Et donc, les questionnements ont été nombreux quant à la manière de concevoir, de conceptualiser les droits. Ça s'est décliné en toutes sortes de textures et d'états du droit. Donc, des textures en termes de droit mou, doux, flou, flexible, souple, des états du droit en termes de droit gazeux, liquide, fluide, soluble, bref, toutes sortes de transformations des états du droit et des textures juridiques. Xavier Delgrange écrit avec son collègue Detroux que le droit est mou, mais c'est du droit, donc dans les ouvrages sur les sources du droit reformaté. Le Conseil d'État a proposé en 2013 une étude annuelle dans laquelle il nous disait qu'il y avait des échelles de normativité graduées. Donc, le droit dur à votre droite jusqu'à la gauche, le droit souple. Et donc, le Conseil d'État qui avait été longtemps réfractaire à ce droit, droit souple, maintenant le reconnaissait comme tel. Il y a des travaux qui ont été faits notamment par Boris Barrault sur une échelle de juridicité à partir de 5-6 variables que sont la valeur, la validité, les sanctions, l'effectivité, etc. Et le but, c'est de subdiviser ces vecteurs-là et finalement d'attribuer à chaque norme une certaine note en termes de juridicité. Donc les juristes cherchent vraiment à comprendre ce droit-là, qu'est-ce que le droit, etc. Donc, dans les travaux du gouvernement à la gouvernance, François Haast et Michel Van de Kerkhove ont été des auteurs importants et notamment ils nous ont dit on passe peut-être du modèle de la pyramide à celui du réseau, point d'interrogation. François Haast a bien expliqué qu'il fallait conserver le point d'interrogation, donc c'est à la fois la pyramide et le réseau, dit-il. Le passage de la réglementation à la régulation, du gouvernement à la gouvernance, donc la pyramide des normes ébranlée. Il faut dire que celle-ci n'est peut-être pas très solide, mais bon, l'idée fondamentalement, c'est que le droit en réseau prend de plus en plus de place. Alain Suppiot, dans son ouvrage sur la gouvernance par les normes, nous donne les correspondances entre le gouvernement et la gouvernance. Donc, vous voyez que le peuple, on parlera davantage de société civile, la loi, on parlera plutôt de programme, etc. On parlera d'efficacité. Donc, on reformule en quelque sorte les concepts ou les notions que l'on mobilise pour expliquer cette gouvernance et donc cette normativité autre qui maintenant s'apprécie à partir de nouveaux critères. Les exigences de la gouvernance en termes d'efficacité, d'effectivité, de proximité, de participation, etc., vous voyez, ces exigences-là que les travaux sur la gouvernance ont bien développées, sont devenues en quelque sorte des exigences normatives de plus en plus. Donc, quand on voit ici l'efficacité, la gouvernance nous parle beaucoup d'efficacité, mais de plus en plus, les juristes vont se soucier de l'efficacité des normes. De la même façon, on va redéfinir ou repenser la légitimité. On va redéfinir l'effectivité, etc. Donc, beaucoup de réflexions et de nouvelles exigences normatives qui participent de tout ce mouvement qu'on appelle le mouvement de la qualité de la norme. Et donc, on cherche à expliquer qu'est-ce qui fait la qualité de la norme. Il y a des processus qui, de plus en plus, sont importants en termes de procéduralisation, de contractualisation, d'expérimentation. Par exemple, l'expérimentation, on peut rapprocher ça des mécanismes des études d'impact, par exemple, des études d'impact ou des analyses d'impact. On va expérimenter des normes. La contractualisation, par exemple, en droit de la famille, ou peu importe dans quel domaine, on voit de plus en plus en matière d'éducation, on voit de plus en plus des travaux qui réfléchissent à ces questions-là.
Bien sûr, tous les modes de PRD, de plus en plus on procède à l'évaluation des normes. Et il y a toutes sortes de lois qui se manifestent autrement, notamment on parle de lois expérimentales, de lois éthiques, de lois à exigence de réflexivité. Donc, je voulais passer assez rapidement sur le phénomène comme tel du droit de la gouvernance pour arriver finalement à la question qui aujourd'hui m'intéresse davantage, soit qu'est-ce que ça a comme conséquence en termes de théorie du droit? Les juristes, voyant tout ça, ont cherché à comprendre comment expliquer à partir de leur catégorie juridique ce phénomène ou ces différents phénomènes. Donc la théorie juridique, elle a été revisitée. Dans un premier temps, on a constaté les anomalies avec les mutations génétiques de la norme, la norme qui se transforme. Benoît Friedman, par exemple, nous a parlé des objets juridiques non identifiés, les OJNI ou les ONI, les objets normatifs non identifiés. Daniel Mockol nous a parlé d'un brouillage des catégories juridiques. En quelque sorte, on a constaté certaines insuffisances de la science normale pour expliquer ce phénomène. Et donc, il y a des travaux, ça peut paraître étonnant, des travaux, qu'est-ce qu'une règle de droit, qu'est-ce que le droit, est-ce qu'on gouverne sans le droit, hors du droit, en marge du droit. Dans les travaux plus récents, notamment de Daniel Mockol, on nous parle d'une hybridation des catégories du droit. Donc, de plus en plus, les normes juridiques, notamment avec des normes managériales, tendent à être réunies pour former une nouvelle forme de normativité. Donc, des mutations de la norme juridique, des mutations génétiques, dit par exemple Jean-Guy Bellé. Ça a créé tout un mouvement, le mouvement gouverné par, habituellement gouverné par les lois et les règlements dans l'approche plus traditionnelle, maintenant par objectif, par instrument, vous voyez les ouvrages qui correspondent, par standard, par indicateur, plus récemment par les incitations, les nudges. Il y a un article notamment dans un des derniers numéros des cahiers de droit sur la gouvernance par les incitations ou les nudges. Gouverné par les nombres, les algorithmes, les statistiques, donc toutes sortes de transformations qui posent aux juristes que nous sommes des questions importantes quant à savoir est-ce qu'il y a vraiment une transformation fondamentale de notre science juridique. Et les travaux ont été nombreux. On a revu la question de la force des normes, on s'est posé la question qu'est-ce qui fait la force normative? Catherine Thibierge, notamment avec tous les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage sur la force normative, propose de redéfinir en quelque sorte la force normative en termes de valeur, de portée normative, de garantie normative. Donc, non, de regarder à la fois la force qui est conférée par la source qui émet la norme, à la fois la force conférée, c'est la portée cette fois-ci conférée par les destinataires de la norme, qui se soumettent ou non à la norme, et la force conférée par le système juridique lui-même, donc le pôle de la garantie normative. Par la suite, les auteurs, notamment Thibierge et les autres, ont réfléchi à la densification normative, autre phénomène qui explique les transformations des normes. Plus récemment, un ouvrage qui a été publié en Suisse sur la légistique à l'ère du droit souple, donc refaire la loi, les transformations dans la manière de faire les lois, et ça, on en a des manifestations ici, par exemple avec les lois à caractère éthique ou les lois éthiques. Le législateur québécois a, il y a presque 10 ans, reformulé un certain nombre de textes législatifs, et notamment en déclarant que les députés adhéraient à des valeurs, par exemple, ou encore des codes d'éthique en matière municipale, donc des lois qui avaient une forte dimension éthique. La théorie juridique, quant à elle, elle a cherché à expliquer ces différents phénomènes. Donc, au plan théorique, on a eu recours au pluralisme juridique, bien sûr, pour dire qu'il y a toutes ces normativités qui coexistent. Et donc, par exemple, je ne sais pas, dans les travaux sur la certification équitable, biologique, etc., je pense notamment aux travaux de Marie-Claude Desjardins. Elle a eu recours au pluralisme juridique pour expliquer cette nouvelle réalité juridique. Beaucoup de travaux en termes de pragmatisme, où on s'est beaucoup concentré sur les effets des normes. On a eu recours, bien sûr, à l'analyse économique du droit. Alain Suppiot, dans ses travaux, nous dit que le droit de la gouvernance fait appel à la théorie économique du droit de manière importante. Les travaux, par exemple, de Karim Benikiev dans son ouvrage sur une possible histoire de la norme, il nous parle beaucoup du droit postmoderne. Il a d'ailleurs écrit un texte dans les ouvrages dont je vous parlais au début sur le droit postmoderne.
Les autres hypothèses, notamment l'hypothèse du droit global de Benoît Friedman et du Centre Perelman à Bruxelles, qui sont très importantes, donc pour tenter d'expliquer encore une fois ces phénomènes-là, davantage reliés à la gouvernance globale. Gunther Thumner, par exemple, nous propose de ne plus penser uniquement le constitutionnalisme comme étant rattaché à l'État, mais de le penser plutôt comme étant un constitutionnalisme global, qui est relié au constitutionnisme sociétal de David Scully. Donc cette idée qu'il y aurait par exemple la constitution des finances, la constitution de l'économie, la constitution de la santé, la constitution des différents domaines, et que là-dedans, l'État ne serait qu'un joueur parmi les autres, et que dans le fond, lorsqu'on pense le domaine de la santé ou la constitution de la santé, bien, il faut penser tous les acteurs qui font des normes en la matière ou qui interviennent en la matière, donc de ne pas se limiter uniquement à la dimension plus étatique du constitutionnalisme, et donc d'élargir la notion de constitutionnalisme qui avait toujours été rattachée à l'État. Dans leurs travaux, Host et Van de Kerkhove nous proposent de penser le droit en réseau. Ils nous présentent même ça comme étant un nouveau paradigme, en quelque sorte, de la pyramide au réseau qui a été publiée en 2002. Et enfin, la théorie génétique du droit, qui est la théorie proposée par Lenoble et Mascal. Il y en a d'autres, je vais comme limiter la liste. Là. La théorie génétique du droit de Lenoble et Mascal, dont je vais vous parler par la suite. Donc, on a tenté de résumer là, sous la forme de ce graphique-là, un peu en réseau, le droit de la gouvernance, comme faisant à la fois appel à toutes ces transformations normatives. Vous avez le mouvement gouverné par, vous avez le droit global, vous avez toutes les nouvelles notions de réflexivité, d'effectivité, de pluralisme. Vous avez la question des textures du droit qui est là présente, avec des soucis à la fois de légitimité, de force normative, de normalisation, etc. Donc, on peut se représenter toutes ces écoles-là, en quelque sorte, hein, parce que souvent, en droit, on a tenté de dire que les théories du droit fonctionnaient sous la forme d'écoles, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait davantage les concevoir comme étant en réseau. Troisième moment de la présentation, l'arrière-plan théorique et le détour philosophique que l'on peut faire à partir de cette réflexion plus théorique sur le droit. Je l'ai fait dans la perspective développée par ma collègue Louise Lalonde dans un texte qu'elle avait au départ publié dans la Revue interdisciplinaire d'études juridiques et que l'on a repris dans l'ouvrage collectif, du balcon aux coulisses de la scène. Il y avait déjà cette idée de Host et Van de Kerkhove en 1991 qui était cette idée que pour expliquer la science du droit, il fallait se placer au balcon de ce théâtre parce que ça donnait un certain recul, disait-il, une certaine distance par rapport à la scène où se trouvent les acteurs. Et dans cette perspective-là, on peut faire valoir une analyse du droit dans une perspective externe, modérée, écrivent-ils, qui est la perspective interdisciplinaire. La perspective qu'il suggère, c'est l'interdisciplinarité. Ma collègue Louise Lalonde a décidé de substituer à la perspective du balcon celle des coulisses, en disant que finalement, on peut se placer dans les coulisses de la scène et de là apercevoir à la fois ce qui se passe dans la scène, un peu ce qui se passe aussi dans la salle, le visage des spectateurs notamment, des justiciables si vous préférez, et également qu'on peut comprendre l'arrière-scène, on peut comprendre ce qui se passe dans cette arrière-scène, donc en arrière-plan de ce qui se passe sur la scène du droit ou la scène juridique. Comment comprendre donc un certain nombre de phénomènes qui se passent sur cette scène et que l'on ne peut pas expliquer à partir de la perspective du balcon, parce que du balcon ne comprend pas tout le travail qui se fait en arrière-scène. Et donc, ce travail d'arrière-scène, dit-elle, ça permet d'aller voir quels sont les fondements plus théoriques. C'est ce qu'elle appelle la métathéorie réflexive, c'est-à-dire une théorie de la théorie qui prend pour principal objet d'étude la doctrine ou les travaux de théoriciens du droit. Donc, c'est une théorie sur la doctrine, en quelque sorte. Donc, la doctrine devient notre objet d'étude dans le but de créer une certaine distance par rapport à l'objet, peut-être avoir un objet scientifique. Donc, la question fondamentale que pose la théorie du droit, c'est la question des conditions de possibilité de l'opération normative. Comment ça fonctionne une norme? Et cette question-là, Jacques Lenoble émet l'hypothèse que c'est une question qui n'est pas transformée de façon si importante par toute la réflexion théorique et tous les nouveaux concepts dont je vous ai fait part, comme la force normative, etc. Donc, toutes les réflexions sur le droit souple, écrit-il,
ne nous amène pas à revoir la question fondamentale de la théorie du droit, de la philosophie du droit, qui est la question des conditions de possibilité de cette norme. Comment une norme est-elle possible? Et les travaux ont montré que pour penser cette normativité, il fallait l'apercevoir comme étant interne à une pratique sociale. Et donc, ça ne traduirait pas, à son avis, une transformation scientifique de notre science, en quelque sorte, ou de notre approche du concept de droit. C'est davantage une manière de reposer la question, et peut-être que tous les travaux sur le droit souple, le droit de la gouvernance, peuvent nous aider à mieux comprendre ces conditions de possibilité de normes. L'internalisme de la règle de reconnaissance qui a été développée par Hart ne se réduit donc pas au droit dur. Donc, c'est ce que je vais tenter d'expliquer. On ne peut présupposer l'existence du droit, c'est la grande hypothèse de Jacques Lenoble, c'est-à-dire que trop souvent les juristes, on suppose que les gens vont obéir au droit, ils vont s'y soumettre, etc. Alors, pour Hart, il n'est pas nécessaire que les citoyens ou les justiciables connaissent le droit pour qu'il existe. Le droit peut exister même si les citoyens ou les justiciables ne le connaissent pas. Lenoble insiste pour dire que non, il y a aussi une forme de jugement interne qui est exigée, non pas seulement de la part des autorités officielles, mais également de la part des citoyens ou des justiciables. Cet arrière-plan des conditions de possibilité d'une norme fait appel à trois types de considérations. D'une part, la théorie de la démocratie, la théorie du droit et la théorie génétique du droit, pour terminer. Sur la théorie de la démocratie, je vais un peu rapidement. Lenoble et Mascal, dans leur ouvrage « Démocratie, droit et gouvernance », qui a été publié en 2009, nous explique qu'il y a deux blocages importants. D'une part, un blocage en termes de croyances représentatives et d'autre part, en termes de croyances participatives. Donc, je ne vais pas développer longuement la crise de la démocratie représentative, mais disons que ça a été largement documenté avec l'insuffisante représentativité de la représentation. Qu'est-ce que la représentation? Le débat sur l'habillement des députés à l'Assemblée nationale repose la question, on l'a vu encore récemment. Il y a un texte intéressant de Joseph Yvon Thériault qui a été publié dans les derniers jours sur cette question. Par ailleurs, devant l'insuffisante représentativité, ce que l'on a vu, c'est la montée d'une démocratie plus participative, d'une participation citoyenne, dans le but de garantir en quelque sorte mieux la justification, la légitimité des normes, l'acceptabilité des normes en quelque sorte. On a tenté d'améliorer la puissance réflexive, en quelque sorte, de la société. Cependant, ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'il n'est pas suffisant de simplement créer des mécanismes participatifs, parce que ce n'est pas certain que ça va opérer tout ce que l'on souhaite. Notamment, on n'est pas certain que les citoyens ont cette capacité dialogique, on n'est pas certain que ça va opérer les transformations qui sont souhaitées par la participation. Bien que la participation soit souhaitable, il n'est pas certain que ça va fonctionner autant qu'on le croit. Donc, ils parlent, ces deux auteurs, d'une croyance participative. Il y a plusieurs pistes qui ont été proposées pour sortir de ce désenchantement démocratique, notamment de revoir les principes du gouvernement représentatif au-delà de la représentation. Par exemple, il y a une série de conférences qui ont été faites sous le thème de la démocratie directe. Donc, on revient à des idées que les Grecs avaient déjà présentées il y a 2500 ans. On pense également à repenser la légitimité démocratique. Pierre Rosanvallon a proposé que la légitimité démocratique devrait se décliner en termes d'impartialité, de réflexivité, de proximité. Donc, des travaux très importants pour essayer de repenser la question. Les juristes n'ont pas été indifférents à cette réflexion. Après Kelsen, même si lui-même s'était intéressé à la démocratie ailleurs que dans sa théorie pure du droit, les juristes avaient quelque peu délaissé la question. D'ailleurs, dans les ouvrages de droit constitutionnel, lorsqu'on regarde les ouvrages d'il y a 30, 40 ans, la démocratie n'était pas l'un des principes examinés à la fin. On examinait la séparation des pouvoirs, la souveraineté du Parlement. Mais les tribunaux, et notamment la Cour suprême du Canada, notamment dans le renvoi sur la sécession, qui nous parle de démocratie. Et là, on a vu réapparaître des réflexions sur la démocratie dans les travaux plus doctrinaux. Les juristes se sont beaucoup concentrés sur l'état de droit. En même temps, donc, une réflexion sur l'état de droit et sur la démocratie qui se sont alimentés les uns les autres. Et c'est ce qu'on voit depuis une vingtaine d'années, plus ou moins, des travaux qui reviennent, des travaux de la part de juristes qui reviennent à ces fondements plus démocratiques du droit. La démocratie, mais qu'en disent des juristes, c'est un colloque qui a eu lieu 7-8 ans en France. On va leur dire cette question-là, elle avait quelque peu délaissée, mais elle revient. Elle revient en quelque sorte dans les travaux des juristes.
Donc c'est intéressant de voir que du point de vue du droit constitutionnel notamment, c'est une question qui avait été délaissée. Quant à la théorie du droit, avec le positivisme juridique, on était passé à la question de la validité, donc on avait délaissé en quelque sorte la question de la légitimité qui était présupposée en quelque sorte avec la norme fondamentale de Kelsen. Hart va avoir un impact important dans la mesure où il va internaliser cette norme fondamentale en insistant sur le point de vue interne. Et donc la règle de reconnaissance en tant que pratique sociale dans les travaux de Hart, c'est quand même un développement important. Ça ne veut pas dire que Kelsen s'était pas intéressé à la question. Notamment, il y a un débat très important, intéressant que vous connaissez peut-être, un débat entre Kelsen et Freud, qui avaient passé en 1921 leurs vacances ensemble. C'est surprenant peut-être a priori, c'est pas très connu, Freud et Kelsen. Donc ils passent leurs vacances ensemble. Freud est en train d'écrire la psychologie des masses et Kelsen a écrit un texte en réponse à Freud. Et selon Étienne Balibar, c'est de cet échange que serait né le concept du surmoi. Donc c'est quand même important en termes d'internalisation en quelque sorte d'une norme extérieure. Donc, tout ça pour dire que Kelsen s'est aussi intéressé, mais disons qu'on retient davantage sa norme fondamentale. Hart va donc sociologiser en quelque sorte cette norme fondamentale en disant qu'elle relève d'une règle de reconnaissance qui est une pratique sociale. Cependant, pour Hart, la pratique sociale, c'est uniquement la pratique des autorités officielles qui sont chargées d'élaborer le droit. Et de l'appliquer. Ce n'est pas la pratique des citoyens. Donc la connaissance par les citoyens, je le disais, n'est pas une condition de validité chez Hart. Dworkin va critiquer ça en disant que cette règle de reconnaissance, elle est trop formaliste, notamment. Et ce qui va lui valoir une critique importante de la part du pragmatiste Coleman, Jules Coleman, qui lui va expliquer, insister sur le fait que la règle de reconnaissance, elle est interprétative. Donc, la critique de Dworkin, selon Coleman, elle rate l'essentiel de la théorie de Hart. Donc, Coleman nous dit, non, c'est une convention de coordination, c'est une action coopérative qui forme cette règle de reconnaissance. Cependant, même problème avec Coleman, c'est-à-dire que dans le pragmatisme de Coleman, la règle de reconnaissance, qui est une règle interprétative, donc il combine en quelque sorte Hart et Dworkin, mais cette règle interprétative, cette règle interprétative de reconnaissance, elle reste uniquement le fait des autorités, donc des juges, des fonctionnaires, des policiers, des gens chargés de l'application de la loi. Et c'est là-dessus que le noble et Mascal attire notre attention dans leurs ouvrages sur le droit et la gouvernance, c'est-à-dire sur cette idée qu'il faut porter attention à la gouvernance parce que on va réintroduire en quelque sorte le rôle des justiciables, des citoyens, dans tout ça, donc les références de la diapo précédente. Et donc, j'arrive à mon troisième et dernier point sur cette question de la façon de repenser la théorie du droit qui nous amène à regarder la théorie de la gouvernance. Je précise d'entrée de jeu, parce que souvent il y a un malentendu sur la question, que la théorie de la gouvernance, elle ne s'entend pas uniquement dans sa dimension néolibérale. Alain Suppiot l'a présenté comme étant en quelque sorte l'avatar du marché, mais ce n'est pas le seul pôle de la théorie de la gouvernance. À côté du pôle économique, il y a tout un pôle qui nous provient de la philosophie politique. Donc, dans l'ouvrage sur l'action des normes, les auteurs nous proposent de regarder à la fois la dimension économique, comment ça s'est développé dans une perspective économique, comment on est arrivé à la gouvernance, mais la gouvernance également, on y est arrivé par le pôle de la philosophie politique, la question de la légitimité en quelque sorte. Donc, toute la question de la démocratie délibérative, démocratie participative, avec une insistance donc sur la légitimité qui est réintroduite en quelque sorte dans les travaux. La sociologie également aujourd'hui s'ajoute à tout ça, même si au départ on n'insistait pas trop. Maintenant, tous les travaux sur l'effectivité, ça ajoute une autre exigence normative en provenance de la gouvernance. Le management, la gestion, avec des objectifs en termes de performance, d'efficacité, d'efficience, de résultats, toute la question de la gestion par résultat, par exemple, qui imprègne les travaux. Donc, les deux pôles de départ, aux deux pôles de départ économique et philosophie politique, s'ajoutent aujourd'hui d'autres dimensions, notamment avec le New Public Management, qui oblige les juristes en quelque sorte à s'intéresser à ces différentes disciplines
et de regarder comment tout ça peut ou non fonctionner ensemble. Par exemple, travail que moi-même j'ai publié récemment sur l'arrêt Jordan comme étant un exemple de management de la justice, c'est-à-dire que de la conversion des droits en nombre à la transformation de la culture juridique. Donc, il y a ces deux dimensions-là qui sont présentes dans l'arrêt Jordan. Il y a à la fois cette idée-là que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable devient l'équivalent de 18 ou de 30 mois selon la situation. Donc, le droit est transformé en nombre. Mais à côté de cette exigence d'efficacité, ben, il y a aussi la volonté de rendre le système plus effectif. Donc, à la fois, on vise l'efficacité du système juridique, donc dans la dimension économique traditionnelle du management, et également, on vise à rendre un droit plus effectif. Donc, à la fois efficacité et effectivité, qui sont deux orientations différentes, en quelque sorte, l'une en provenance de l'économie, du management, et l'autre dans une perspective plus sociologique. Et il y a ce souci, en quelque sorte, si on va un peu plus loin, d'essayer de transformer la culture juridique, la culture du délai. Et donc ça, c'est très exigeant de transformer une culture juridique. Et est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionnera pas, on verra. Mais il y a ce souci-là qui est manifeste également dans le jugement. Donc, ne pas l'analyser uniquement dans une seule perspective, mais de comprendre qu'il y a différentes dimensions à un jugement comme celui-là. Dans les théories de la gouvernance, rapidement, encore une fois, il y a différentes approches qui ont été développées. Bien sûr, les approches économiques, pragmatistes, on remonte à John Dewey par exemple, avec les notions d'expérimentalisme démocratique. On est en lien avec John Dewey parce que Dewey nous disait que la démocratie, c'est une forme d'expérimentation. Donc, il y a des travaux sur l'expérimentalisme démocratique avec Charles Stable, puis Dorff, etc. Il y a des travaux sur les théories de l'apprentissage réflexif, avec Donald Shahn notamment. Et de ces travaux-là, Lenoble et Mascal retiennent les idées d'apprentissage, de réflexivité, les idées selon lesquelles ce qui est essentiel dans la théorie de la gouvernance, c'est justement qu'elle doit permettre une forme d'apprentissage et que tout ça doit se faire à la lumière d'une réflexivité contextuelle, notamment, une réflexivité à la lumière des contextes d'application, d'élaboration des normes. Ils insistent également beaucoup dans leurs travaux sur la notion d'acceptation pratique, en disant que les juristes se sont beaucoup préoccupés de la question de l'acceptabilité rationnelle du droit, mais qu'à côté de ça, il y a toute la dimension d'acceptation pratique qui est fondamentale. Je me rappelle par exemple d'être allé, je le raconte rapidement, mais d'être allé enseigner à des gens, des profs, des enseignants en technique infirmière, voilà, qui voulaient, il y a 10 ans à peu près, s'intéresser à la notion d'accommodement raisonnable, parce que de plus en plus dans la pratique infirmière, il y avait des demandes d'accommodement raisonnable, notamment fondées sur la religion. Et donc, j'étais parti avec une de mes collègues du tribunal des droits de la personne, on était parti discuter de ça. Première diapo, pour expliquer un peu l'origine, on parle de Mme O'Malley qui, pour des raisons religieuses, ne voulait pas travailler le samedi dans Simpson-Sears, la décision de 86 de la Cour suprême, 85, et aussitôt qu'on a dit que ça touchait à la question de l'horaire de travail, question très, très, très sensible dans la pratique infirmière, manifestation dans le groupe des enseignants. Nous, on avait les 16 ou 17 diapos avec les décisions de la Cour suprême, etc. On ne s'est jamais rendu à la deuxième. La question de l'acceptabilité rationnelle, c'était pas ça. La cohérence interne du droit dans son évolution, l'ajout du rôle du syndicat, l'ajout du rôle du plaignant, c'était pas ça la question dont il fallait discuter. C'était, mais comment est-ce que ça peut vraiment avoir des impacts sur la pratique professionnelle, l'horaire de travail, la question de l'horaire de travail. Donc, non seulement on a mis de côté la question du droit et de son acceptabilité rationnelle, mais on s'est beaucoup concentré sur la question de l'acceptation pratique. Donc, c'était très important de bien comprendre le contexte de vie, le contexte du monde du travail de ces personnes avant de pouvoir expliquer mieux comment ça pouvait s'adapter, cette notion. Donc, en s'intéressant à la théorie de la gouvernance, écrivent-ils dans leurs ouvrages qui ont été publiés aux éditions de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, on peut surmonter certains blocages de la théorie juridique, notamment les blocages en termes de répétition des actions, c'est-à-dire que les gens ont tendance à répéter toujours les mêmes comportements et donc à adopter toujours les mêmes identités dans l'action.
Et donc, ils se sont beaucoup intéressés à la question de la théorie de l'action dans leurs travaux. Et donc, regarder comment ça peut fonctionner, la question de l'acceptation d'une norme. Ça veut dire aller voir comment les citoyens la reçoivent à partir des contextes de vie, des formes de vie existantes, pour que la norme, qui est une forme de vie potentielle, puisse s'effectuer, se réaliser. Encore faut-il tenir compte de ça. Donc, tout un travail de contextualisation, d'apprentissage, de réflexivité contextuelle et d'acceptation pratique. Cette théorie génétique sur laquelle je termine revient en quelque sorte à comprendre la pratique par laquelle un groupe social en arrive à produire une signification normative partagée. Marc Mascale nous dit que la gouvernance est un processus expérimental visant à transformer les rôles et les formes de production normative, que l'enjeu est d'expérimenter de nouveaux comportements d'acteurs. Donc, c'est une pratique sociale de production d'une norme, et donc qui ne se limite pas, comparativement à ce que disaient Hart et les autres théoriciens du droit vus précédemment, qui ne se limite pas donc aux instances officielles chargées d'application des normes, mais qui exigent de la part des destinataires de la norme, que sont les citoyens, que sont les acteurs, qui exigent une certaine activité, de manière à ce que de nouveaux comportements d'acteurs puissent être créés. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important également de comprendre que le droit étatique nous renvoie également davantage à ces comportements qui doivent être modifiés. Je prends par exemple la loi provinciale visant à prévenir les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement, laquelle exige des universités d'adopter par exemple une politique, laquelle doit comprendre un code de conduite, lequel code de conduite idéalement sera construit avec la communauté universitaire ou les communautés universitaires qui seront consultées, qui participeront, qui pourront faire valoir leurs différents points de vue, leurs différents contextes de vie. Et donc ça paraît très important. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que parfois c'est l'État lui-même qui, dans une de ses lois, renvoie aux acteurs, leur donne cette obligation de créer une politique, un code de conduite, etc. Donc c'est le droit étatique qui fait ce travail-là. Donc on est vraiment dans une pratique sociale de production d'une norme, écrivent-ils, à la lumière des contextes du monde vécu, dans une forme de réflexivité, avec un travail qui se fait de manière coopérative, dans le but de surmonter des blocages, et dans le but de transformer des identités d'action et des modes d'action collectives. On a travaillé avec ma collègue Louise Lalonde sur les lois à exigence de réflexivité, c'est-à-dire des lois qui exigent de la part des acteurs qu'eux-mêmes ils transforment, élaborent des normes, qu'ils transforment les normes, leur comportement. Donc il y a des lois comme celles que je mentionnais visant à prévenir les violences à caractère sexuel, qui sont des lois qui font un appel au destinataire de la norme, et qui renvoie en quelque sorte à des objectifs à atteindre, à des finalités poursuivies, sans donner tout le contenu, toute la substance, laissant le soin aux acteurs d'élaborer eux-mêmes des normes. Et donc, en cela, ça transforme le rôle des destinataires de la norme, ça élargit ce rôle des destinataires de la norme, et que ce soit en matière d'environnement, de santé, peu importe, d'éducation, on peut repérer de telles normes qui, de plus en plus, visent à transférer aux acteurs une certaine responsabilité, à la fois dans l'élaboration et dans l'application des normes. Évidemment, avec toutes les difficultés que ça pose, avec toutes les limites que ça pose, parce qu'il n'est pas certain que les processus vont bien se faire, mais il y a toute une dimension processuelle qui de plus en plus devient très importante dans ce droit de la gouvernance. Donc, si je regarde par rapport aux développements théoriques qui ont été proposés, donc les auteurs ont bien pris acte de ces transformations du droit fort nombreuses qui nous sont arrivées depuis quelques décennies. Ils ont cherché parfois de nouveaux concepts, de nouvelles notions pour en rendre compte, pour chercher à les théoriser, pour chercher à les conceptualiser lorsque les notions juridiques existantes leur paraissaient insuffisantes. Ils ont cherché de nouvelles notions, le droit en réseau, la force normative, la densification normative, les processus de contractualisation, etc. Donc, on s'est doté d'un appareillage substantiel, théorique, pour tenter d'expliquer ces nouvelles normes, ces nouveaux phénomènes normatifs. Cependant, ça ne change pas la question fondamentale qui est celle de l'opération d'une norme, mais ça permet de l'éclairer, ça permet de comprendre à quel point les acteurs peuvent être mobilisés, sollicités, et à quel point ça peut avoir pour effet ou non de transformer des identités d'action, de transformer un certain nombre de contextes d'application. Voilà ce que la théorie du droit et de la gouvernance nous permet d'éclairer. Donc, c'est peut-être un nouvel ordre juridique. C'est à tout le moins de nouvelles questions fort intéressantes pour les gens qui sont intéressés par la théorie juridique, en tout cas.
Voilà.